Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, on est là jusqu'à 10h et il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est membre du bureau national du Parti Socialiste et porte-parole du PS dans les Côtes-d'Armor. Il s'agit d'Antoine Ravard, il est venu jusqu'au micro de Bretagne 5, je l'en remercie, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors Antoine Ravard, beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois que vous étiez venu au micro de Bretagne 5 matin. Le PS, on va parler du PS ce matin. Est-ce qu'il existe toujours d'ailleurs le PS ? Bien sûr, il existe toujours le PS, vous l'avez suivi. Il a vécu dans une coalition au moment des élections législatives, ce qui fait qu'aujourd'hui, il compte une bonne trentaine de députés à l'Assemblée nationale, ce qui était quand même, il faut se le dire franchement, un résultat inespéré quand on fait 1,7% à l'élection présidentielle quelques semaines auparavant. Le PS, il a continué évidemment de travailler tout l'été. J'étais personnellement le week-end dernier à Blois pour les universités d'été de rentrée du Parti Socialiste, dans lequel on a eu plus de 2000 personnes qui ont été présentes. Et je note notamment la présence de 400 jeunes socialistes, qui était un phénomène qui n'était pas arrivé depuis quelques années au Parti Socialiste, puisque on a de plus en plus d'adhérents. 2000 adhérents ont rejoint le Parti Socialiste depuis l'accord de la NUPS, donc cette fameuse coalition de la gauche aux élections législatives. On continue de vivre, on continue de travailler à l'Assemblée nationale et puis évidemment toujours dans les territoires qui sont toujours gérés par des élus socialistes. On en a beaucoup dans le département et dans la région. Les actualités vont être chargées à la rentrée. Il y a une rentrée sociale qui va être très forte avec des mouvements sociaux qui sont syndicaux mais que nous suivrons le 22 et le 29 septembre évidemment. Et puis la proposition qu'a faite Olivier Faure. On en parlera peut-être un peu plus sur le fond, mais d'un référendum d'initiative partagée sur la taxation des super-profits. C'est là-dessus bien le Parti Socialiste, les élus socialistes qui sont en état de force de proposition à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Est-ce que finalement c'est la marche du temps de se dire, voilà, il y a eu un Parti Socialiste à une époque, il y a eu cette grande époque de François Mitterrand, et aujourd'hui, bien, on passe à autre chose. Le monde évolue, la façon de faire de la politique évolue, la façon aussi d'avoir des alliances en politique. Ça a été dénoncé quand même, cette alliance de la gauche, qui finalement bien apportait beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Oui, effectivement, il y a sans doute une évolution dans la manière de faire de la politique à gauche. Le Parti Socialiste, qui est le plus vieux parti de gauche en France, 120 ans d'histoire, avait sans doute eu du mal, on l'a eu, il faut se le dire entre nous, eu du mal à se moderniser, à satisfaire peut-être une attente d'une certaine radicalité dans les propositions portées. Je pense notamment à une grande part de la jeunesse de notre pays qui attendait plus de radicalité. On a été là-dedans grâce à cette coalition avec nos partenaires. On a reproché au Parti Socialiste d'être un peu tiède finalement. Oui, c'est vrai que sur la politique nationale, encore une fois, parce que je fais le distinguo, et les électeurs le font d'ailleurs, puisqu'ils nous ont jamais autant pénalisé qu'ils l'avaient fait aux élections présidentielles. C'était pas le cas pour les élections locales. Ici, on a gagné les élections départementales, la région également, c'est beaucoup d'élections municipales. Il y avait certainement une forme de tiédeur, et puis un bilan qu'elles ont continué de nous assimiler, de nous ramener, même si maintenant il a maintenant 5 ans, et je pense qu'il faut tourner la page. Il y a... grâce à l'accord de la NUPS notamment, grâce à la volonté des responsables du Parti Socialiste, de sa direction nationale et grâce à l'action de ses élus locaux, aujourd'hui il y a un retour du Parti Socialiste qui assume de porter haut et fort des combats. Je le disais, la taxation des super-profits par exemple, l'augmentation du SMIC à 1 500 € que le gouvernement a refusé mais que nous avons porté à l'Assemblée nationale. Et il y aura encore bien davantage de combats avec une rentrée qui sera extrêmement chargée, on le sait. Il y aura une deuxième proposition de réforme de l'assurance chômage du gouvernement pour encore réduire drastiquement les conditions d'accès de tous nos concitoyens qui malheureusement vivent une période de chômage. On aura bien sûr là-dessus des combats à mener avec l'ensemble de nos partenaires et l'ensemble des personnes qui voudront s'opposer à cette réforme. Je le dis, il y a déjà eu une réforme sur l'assurance chômage il y a 1 an et demi, on n'a même pas le temps d'en évaluer les effets, qu'il faudrait déjà encore de nouveau réduire les conditions d'accès. Nous considérons que c'est absolument pas la priorité. La priorité, c'est de travailler sur l'augmentation des salaires, c'est de travailler sur une transition écologique après l'été qu'on a vécu. On a bien vu cet été que la France avait maintenant des feux comme on en voyait en Italie ou en Grèce il y a 15 ans. Et on pensait que ça n'arriverait jamais en France. Même ici en Bretagne, les monts d'Arrée et la forêt de Brocéliande ont brûlé comme on ne l'avait jamais vu. Donc je crois qu'il y a ces priorités-là et que le Parti Socialiste, grâce à cet accord NUPS notamment, et grâce à l'expérience de ses élus, est à la pointe de ces combats. Alors les combats vont être nombreux. Vous vouliez vous en parliez à l'instant, pardon, de ce combat du référendum d'initiative populaire porté par Olivier Faure. Ça pose quand même un problème de constitution. Beaucoup disent qu'on ne pourra pas le mettre en place, ce fameux référendum. Ça va être un grand combat aussi pour faire bouger les idées, pour faire bouger les lignes. Actuellement, c'est vrai que dans cette procédure du référendum d'initiative partagée,
qui doit donc rassembler... c'est partagé, bien entendu. Celui-ci, qui doit rassembler un certain nombre de parlementaires, plus de 4,5 millions de signatures de citoyens, c'est 10% du corps électoral. Il n'est pas possible de faire un référendum d'initiative partagée qui crée un nouvel impôt. Néanmoins, on a actuellement toute une quantité de juristes, d'anciens parlementaires, d'anciens ministres au Parti socialiste et d'autres partis de gauche qui travaillent juridiquement à un texte qui puisse être présenté. Et je veux dire, pour aller sur le fond du sujet, parce que c'est ce qui compte, et on pourrait ne pas avoir besoin de faire un référendum si le gouvernement décidait de s'en saisir. Juste dire que ce n'est pas une proposition d'affreux gauchistes. Le gouvernement anglais libéral a créé une taxation sur les superprofits pétroliers et gaziers de 25%. Le gouvernement d'union nationale d'Italie, qui il y a juste quelques mois était dirigé par un libéral aussi, Mario Draghi, a créé une taxation sur les superprofits de 25%. Le gouvernement allemand y réfléchit. Il y a aussi des gouvernements socialistes qui l'ont fait, en Espagne, effectivement, mais pas uniquement. Et pour illustrer, je rappelle qu'en Espagne, la taxation des superprofits créée donc par le gouvernement de Pedro Sánchez a créé en échange la possibilité d'un abonnement au train à 9 € par mois pour réduire l'empreinte carbone dans les déplacements quotidiens de l'ensemble des Espagnols. Donc je crois qu'il y a ici une politique tout à fait moderne parce qu'elle répond à la fois à des ambitions écologiques et des ambitions de redistribution sociale, de justice dans la capacité de se déplacer, dans l'accès au transport, et que c'est finalement une politique. Le gouvernement nous dit qu'il cherche des compromis. On est tout à fait ouvert à l'idée de trouver un compromis là-dessus. Vous savez, si on pouvait passer par l'Assemblée nationale et avoir une démarche qui dure quelques semaines plutôt qu'un référendum d'initiative partagée qui prendra plusieurs mois, nous y sommes tout à fait favorables. Donc si le gouvernement a envie d'avancer sur la transition écologique, d'avancer sur la justice sociale, et c'est de la justice économique aussi, parce que ces super profits, ils ont été réalisés par des entreprises, parce qu'il y avait distorsion de concurrence. Il y a distorsion de concurrence parce que certaines entreprises ont pu continuer à travailler pendant la pandémie de Covid, quand d'autres, notamment nos artisans, nos vendeurs qu'on voit nous dans nos villages, ont dû fermer. Et il y a distorsion de concurrence parce qu'aujourd'hui les prix du pétrole et du gaz explosent parce qu'il y a une guerre aux portes de l'Europe. Ce n'est pas parce que d'un coup Total travaille mieux qu'ils font davantage de profits. Et je rappelle d'ailleurs à titre d'exemple ceux qui vous disent qu'en France on voudrait toujours taxer davantage les entreprises. D'une part, je viens de vous donner la liste des pays qui l'ont fait, dont le Royaume-Uni qui est un pays libéral. Et je rappellerai que Total n'a pas payé d'impôt sur les sociétés en France en 2019 et en 2020. Donc il n'y a rien d'excessif dans cette proposition. C'est une proposition de justice et de transition écologique. Alors, il y a les conséquences de cette guerre en Ukraine. Hein, vous l'abordiez à l'instant, Antoine Ravard. Guerre qui a forcément des conséquences sur la vie quotidienne des Français. On a parlé évidemment de l'augmentation des coûts des carburants, du gaz. Aujourd'hui, on parle de l'explosion, il n'y a pas d'autre mot, des prix de l'électricité. Dans un contexte économique très compliqué, est-ce que c'est dans ce contexte-là que les forces de gauche, le Parti socialiste en particulier, peuvent se révéler, j'allais presque dire, comme un rempart? Oui, certainement. Certainement. C'est tout l'objectif d'ailleurs de cette coalition qui a vécu le temps d'une élection pour avoir des élus. Il faut maintenant qu'elle vive dans la pratique. Il faut maintenant que cette coalition, qui a amené 147 députés de gauche à l'Assemblée nationale, soit utile. Il faut qu'elle fasse avancer le pays. Oui, la gauche peut être un rempart parce que lorsqu'il y a des crises que l'on qualifie en économie d'exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur du marché, là en l'occurrence une guerre, très concrètement aux portes de l'Europe, les premiers qui payent les conséquences économiques sont les plus défavorisés. Comme toujours, l'inflation du pétrole, elle touche davantage les plus défavorisés. On n'a pas eu l'impression qu'elle avait touché ceux qui avaient des jets privés cet été, par exemple. Par contre, elle touche tous nos amis ici, en Côte d'Armor, qui n'ont d'autre choix que de prendre la voiture 20, 30, 40, 50 km par jour pour faire l'aller-retour au travail. Les mesures que nous nous mettons en avant, ce sont des mesures effectivement de rempart qui disent si nous voulons que l'Europe et que la France en particulier continue d'être solidaire vis-à-vis du peuple ukrainien, qui vit une agression qu'on ne peut même plus qualifier, qui est atroce, il faut que le peuple de France, que le peuple européen soutienne notre volonté d'aider les Ukrainiens. Et pour cela, ça ne doit pas être à eux de payer les conséquences de la guerre. Parce qu'on sait comment ça se passe. Si les plus défavorisés payent massivement les conséquences de cette guerre, petit à petit, l'opinion publique se désintéressera parce qu'elle aura des problèmes du quotidien ici. Et nous, c'est effectivement cette position de rempart qu'on essaye d'avoir à l'Assemblée nationale, faisant en sorte que les conséquences économiques soient également réparties sur l'ensemble des contribuables français, à commencer par ces très grandes entreprises qui, entre guillemets, je le dis sans le vouloir, profitent de cette guerre d'un point de vue strictement économique. Elles en profitent aujourd'hui en faisant des explosions de profits et de bénéfices, alors que d'autres Français trinquent, pour le dire très franchement, à l'autre bout de la chaîne. Il faut un effort national finalement.
Exactement, et je pense que c'est aussi le discours de la gauche, il faut réapprendre à faire nation. On entend beaucoup cela dans la bouche du président de la République depuis la crise Covid, mais à chaque fois qu'il a l'occasion de montrer et de créer un effort d'unité nationale, il se dérobe pour protéger celles et ceux qui l'ont fait élire. Eh bien nous disons, si nous voulons refaire nation dans cette Europe qui connaît la guerre à ses frontières, il faut demander à ceux qui en ont les moyens et à ceux qui profitent d'une situation totalement déséquilibrée de faire davantage d'efforts. Alors, les efforts, c'est aussi des efforts vis-à-vis du climat. Vous le disiez à l'instant, Antoine Ravard. On a vu cet été 2022 très atypique, si vous me permettez le terme, en tout cas qui réveille les consciences et qui apporte une réponse. Oui, le changement climatique est en marche et il nous touche. Est-ce que aujourd'hui, les citoyens français ont la possibilité, par exemple, de participer à un effort pour éviter que cet emballement du climat se poursuit, comme par exemple en achetant des voitures électriques ou en se déplaçant différemment, alors que là encore on est dans un contexte économique contraint et que c'est difficile d'acheter une voiture électrique quand on a juste le SMIC par exemple. Alors, je dirais oui, ceux qui le peuvent doivent le faire sans doute. De même qu'il y a certaines pratiques écologiques, tout le monde le demande, d'utiliser un petit peu moins d'eau. Actuellement, il y a des restrictions de toute façon légales pour arroser les jardins, remplir les piscines, tout cela, arroser les golfs, tout cela est interdit aujourd'hui, y compris en Côte d'Armor. Oui, chacun peut sans doute faire des efforts à la hauteur de ses capacités, mais on ne réussira pas la transition écologique juste en demandant à tout un chacun de modifier légèrement ses pratiques. On doit s'attaquer, entre guillemets, à la manière dont notre système économique est construit, système économique qui utilise, qui épuise nos ressources, un système économique qui fait que 10% des Français consomment 75% de ce que consomme la France et émettent 75% des émissions de CO2 totales de notre pays. Il faut s'attaquer à ce système économique qui est profondément inégalitaire sur le plan social, mais qui est en même temps profondément inégalitaire sur le plan écologique. Les deux courbes se rejoignent absolument. On a vu, je prenais l'exemple des jets privés, c'est pas pour stigmatiser. Là encore, on ne doit pas faire d'écologie en stigmatisant 1 ou 2 milliardaires dans notre pays. Il n'en reste pas moins qu'il y a un chiffre intéressant. La consommation d'un jet privé d'un de nos milliardaires du mois de juillet, je ne citerai pas parce que ça ne sert à rien de faire du name dropping, équivaut à 50 ans d'utilisation d'une voiture individuelle par un Français. En un mois. Donc là, il y a une mesure de justice et de transition écologique qui vont de même. Donc oui, chacun peut faire des efforts. Néanmoins, c'est quand même à l'État, aux gouvernants, de prendre à bras-le-corps ce sujet de l'organisation de notre modèle économique qui est profondément inégalitaire, je le dis, sur le plan social comme sur le plan des émissions carbone. Alors au sein même de l'union de la gauche, on entend quand même des voix qui sont beaucoup plus fermes, beaucoup plus peut-être violentes dans les propos en disant oui, il faut taxer les milliardaires, il faut les empêcher d'eux, etc. Vous arrivez à discuter quand même au sein de la gauche avec justement ces positions, en tout cas les personnes qui tiennent ces positions plus radicales? On arrive toujours à discuter au sein de la gauche. Vous savez, pendant longtemps, on a discuté au sein du Parti Socialiste qui rassemblait à peu près toute la gauche. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'est pas dans la même organisation qu'on n'arrive pas à discuter. Évidemment qu'on y arrive. Il y a effectivement des discours qui sont portés d'une manière plus radicale. Moi, je laisse tout un chacun s'exprimer avec les mots qu'il choisit. Moi, je m'exprime pas. Je porte la même radicalité dans les idées. Je m'exprime pas forcément avec une radicalité dans les mots, tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, je considère qu'il faut un effort national. Et si on veut un effort national, il faut commencer par réunir la nation. On ne réunit pas la nation en ciblant tel ou tel coupable, mais il faut faire le constat d'un système économique qui crée de facto des inégalités dans les émissions carbone. Certains émettent bien plus que d'autres, certains sont bien moins taxés que d'autres également. Vous citiez les milliardaires, moi je ne vais pas citer les individus, mais c'est vrai que les entreprises de milliardaires auxquelles vous pouvez penser sont bien moins taxées que nos entreprises que nous connaissons dans nos territoires. C'est d'ailleurs ce que moi j'avais énormément porté dans cette campagne, ce qui n'avait pas été repris par la droite, ce qui est d'ailleurs assez rigolo, qui se présentent bien souvent comme les défenseurs des petites entreprises et de l'artisanat. Mais nous, on proposait qu'enfin, l'impôt sur les sociétés soit progressif. C'est-à-dire que les artisans chez nous qui créent de l'emploi, dans un département comme les Côtes d'Armor, sont des PME, des artisans qui créent de l'emploi et des commerçants. Ils payent un impôt sur les sociétés plus faible. Peut-être aujourd'hui le taux est de 25%, puisqu'Emmanuel Macron l'a baissé de 33 à 25% pour tout le monde. Nous, on propose de peut-être le baisser encore davantage, mais de le réaugmenter pour les très grosses entreprises qui ont bien plus de capacité à payer un impôt sur les sociétés plus élevé. L'impôt sur le revenu est progressif, je ne vois pas pourquoi l'impôt sur les sociétés ne pourrait pas l'être.
Voilà, essayer d'instaurer finalement une forme plus juste de justice, exactement, de la progressivité dans l'impôt. Dans tous les impôts, il faut de la progressivité, parce qu'on voit qu'il y a des impôts qui pèsent bien plus que d'autres. Aujourd'hui, juste pour donner un exemple, on le dit souvent, l'impôt le plus inégalitaire en France, c'est la TVA, puisque tout le monde paie la même chose, 20%. Avec l'inflation, c'est vrai que l'État a récolté 9 milliards d'euros de TVA en plus. Donc finalement, aujourd'hui, quand on nous dit qu'il y a un quoi qu'il en coûte, en fait, on le paye deux fois. On le paye dans le magasin et puis on le paye en fait via sa TVA qui sert à rembourser les mesures du quoi qu'il en coûte. Donc nous, on demande pas le grand soir ni la révolution, on demande davantage de justice parce que notre système fiscal est malheureusement aujourd'hui très loin d'être juste. Alors le grand soir, il a été aussi un petit peu à l'Assemblée nationale. Hein, au départ de cette mandature, on a vu quand même une gauche un peu, pardonnez-moi le terme, mais brouillonne. Voilà, il y a eu beaucoup d'invectives, il y a eu beaucoup de chahuts à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça va être plus calme en octobre, au retour des vacances? Alors déjà, pour le dire clairement, je ne pense pas que vous faites référence ici aux députés du Parti Socialiste. Non. Qui ont une culture de gouvernement et de présence à l'Assemblée nationale qui les a amenés à être directement, je dirais, très actifs, à la fois en circonscription et à l'Assemblée nationale pour faire avancer sur des sujets. Il y a eu effectivement une Assemblée nationale brouillonne. Je ne dirais pas qu'elle est de la responsabilité de la gauche, parce que je crois qu'il faut faire attention au discours qui a été tenu par le gouvernement sur cette affaire cet été, qui nous dit que la gauche ne voudrait pas de compromis, qu'elle ne voudrait pas avancer. Ce qu'on a constaté, c'est que pour la première fois de l'histoire, un gouvernement républicain en France avait des compromis avec l'extrême droite, pour faire rentrer l'extrême droite dans les instances de l'Assemblée nationale à 2 postes de vice-président. Et plus dangereux encore, pour la première fois depuis les gouvernements de Vichy, il y a aujourd'hui un représentant de l'extrême droite dans la commission en charge du renseignement à l'Assemblée nationale, qui regroupe 9 parlementaires qui ont donc accès à des documents secret défense. Pour la première fois, un élu d'extrême droite a accès à ces documents depuis près de 80 ans. Ce n'est pas le fait de leur place à l'Assemblée nationale. Avec 79 députés, ils n'y seraient pas arrivés seuls. Le gouvernement a préféré qu'il y ait un représentant de l'extrême droite plutôt qu'un représentant du Parti socialiste. Tout comme à la tête de la commission des finances, il avait préféré soutenir un député d'extrême droite plutôt que M. Corbière, sous prétexte que M. Corbière est député LFI et qu'il avait dit lui-même qu'il utiliserait tous les pouvoirs du président de la commission des finances, notamment pour mener des contrôles fiscaux, ce que j'espère bien qu'il va faire, puisque c'est aussi le rôle de la commission des finances. Il y a dans ce gouvernement une volonté finalement de détruire tous les contre-pouvoirs. On l'avait vu dans le premier mandat, on s'attaquait à tous les corps intermédiaires, les syndicats marginalisés, les médias, excusez-moi, mais méprisés par le président de la République à tour de bras et très régulièrement. Et bien aujourd'hui, maintenant que les Français ont parlé et qu'ils ne lui ont pas donné une majorité absolue, il décide d'essayer de faire la même chose avec le Parlement. Et c'est le gouvernement qui bordélise ce Parlement. Les députés de gauche, ils sont là pour travailler, ils sont là pour avancer. Je l'ai dit, on a proposé l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Pourquoi le gouvernement a refusé ? Pourquoi le gouvernement a refusé, dans cette période d'inflation, d'augmenter le SMIC à 1 500 € qui, je le dis, n'aurait pas augmenté le pouvoir d'achat des Français, ça n'aurait fait que compenser la hausse de l'inflation. C'est encore une fois donc pas une mesure excessive, c'est une mesure de justice pour faire en sorte que ceux qui dans notre pays ont le plus de difficultés puissent vivre. On connaît tous des gens qui vivent au SMIC. Il y a 6 mois, ils ne vivaient pas avec des largesses. Hein. Et ben, aujourd'hui, avec la hausse de l'inflation, je me demande comment ils font pour terminer le mois. Et quand on va leur parler, ils se demandent eux-mêmes comment ils vont faire pour terminer l'année à ce rythme, parce qu'aujourd'hui, ils creusent leur déficit personnel. Alors, sur la politique, on disait il y a des alliances. Hein. Donc, il y a eu cette alliance à gauche qui a fait ce rassemblement de la gauche. On voit que la droite a quand même beaucoup perdu, alors qu'on entend des voix qui disent la France est à droite. Et puis, on pense déjà à la suite, aux élections. On voit le parti Horizon d'un certain Édouard Philippe qui commence à poser ses pions. Est-ce que, et là je fais un peu d'anticipation politique, est-ce que la suite, ça va être de reconquérir le cœur des Français, la gauche, pour la gauche? Forcément, c'est le sens d'un engagement politique, hein, quand on milite tout le temps, parce que je le redis, on ne milite pas que quand il y a des campagnes. Hein. Moi, je continue d'être sur le terrain, on va continuer d'aller sur les marchés. Je l'ai dit, si on arrive à lancer ce référendum d'initiative partagé sur les super profits, on sera sur les marchés pour aller convaincre les gens de signer et de nous rejoindre. Donc évidemment qu'il va falloir reconquérir les Français. Moi, je ne sais pas si la France est à droite, puisque je me garderai bien... je laisserai ça aux sociologues, aux analystes de l'INSEE et autres politologues. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que comme il y a eu une alliance de gauche qui vit aujourd'hui très bien à l'Assemblée nationale, il y a une alliance des droites à l'Assemblée nationale. Le gouvernement nous dit qu'il cherche des compromis. En réalité, il a déjà tout pactisé avec les Républicains. Il y a 2 partis de droite, comme il y avait souvent eu en France avant que finalement Chirac les réunisse sous l'UMP. Il y a un parti de droite libérale, un parti de droite un peu plus conservatrice. Les 2 sont de droite et se retrouvent très bien aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, le successeur désigné à l'heure actuelle, Édouard Philippe,
Monsieur Bayrou, qui est nommé président du Conseil national de la refondation, comme quand il avait été nommé au commissaire au plan, on se demande bien encore une fois ce que va faire Monsieur Bayrou, si ce n'est qu'on essaye de le remercier tout en ne voulant pas le nommer ministre parce qu'il est mis en examen. Il y a une ambiguïté quand même qu'il s'agirait un petit peu de traiter là au niveau de la présidence de la République sur ces nominations à répétition de Monsieur Bayrou que l'on essaye de recaser. Donc il y a une alliance des droites à l'Assemblée nationale. Nous, de notre côté, nous allons faire vivre la gauche. Donc oui, aujourd'hui, de fait, l'Assemblée nationale est majoritairement à droite. Il n'y a plus aucun tabou chez La République En Marche, ou Renaissance, pardon, pour s'allier avec ce parti des Républicains. Moi, je l'ai vu ici. Je me suis présenté dans la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, ici, que l'on appelle la circonscription de Loudéac-Lamballe. Au second tour, dans une interview à des journaux locaux, Jean-Yves Le Drian, notre ancien président de région, ancien ministre d'Emmanuel Macron, a appelé à battre tous les candidats de la NUPES, moi compris, contre M. Le Fur, qui est aujourd'hui député, qui a pourtant bataillé pendant plus de 20 ans contre M. Le Drian. M. Le Fur qui proposait de mettre fin au remboursement de l'IVG, sauf, heureusement, en cas de viol et d'inceste. Nous étions en 2017, c'était pas il y a 30 ans, en 2017. Eh bien, le choix de M. Le Drian, il a été très clair. Il a dit qu'il fallait voter pour M. Le Fur, plus que pour moi-même, alors que nous avons milité autrefois, mais je dis bien autrefois, dans le même parti. Alors justement, à la région aussi, il y a des alliances. On l'a vu, c'est pas simple. La région Bretagne, c'est toujours très compliqué en Bretagne, même si c'est une terre de compromis. On voit aujourd'hui le président de région, par exemple, Loïc Chenet-Girard, qui se rapproche de l'REM pour pouvoir gouverner la région. Il y a eu... j'allais dire un petit appel du pied. Est-ce que pour vous c'est un jeu dangereux pour quelqu'un de gauche ? Alors comme tout le monde, j'ai vu l'interview de Loïc Chenet-Girard. Effectivement, d'abord dire que effectivement dans les hémicycles départementaux comme régionaux, les majorités sont souvent bien plus composites et la Bretagne ne fait pas exception, mais c'est le cas dans d'autres régions. Il ne faut pas non plus que l'on se considère à part là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que c'était un petit excès de chauvinisme. Un petit excès de chauvinisme. Un petit excès de chauvinisme. Toujours bienvenue dans notre région. J'en fais régulièrement également. Ne vous inquiétez pas. Il y a une volonté de faire avancer la région, parce que sur beaucoup de sujets, on n'a pas le temps d'attendre, sur la présence dans les négociations sur la pêche, où Loïc Chenet-Girard et ses vice-présidents sont extrêmement actifs, sur la transition du modèle agricole, sur l'accueil des touristes. On l'a vu aujourd'hui, cet été, sur l'accueil des saisonniers. Il y a eu les internats mis à disposition pour les saisonniers, une première en France qui a extrêmement bien fonctionné, sur la nécessité de révolutionner notre accès au transport dans une région rurale où la voiture compte encore énormément. Il y a la volonté d'avancer. Face à ça, Loïc Chenet-Girard, il le sait, malheureusement, on n'a pas réussi à lui donner une majorité absolue quand on a fait notre campagne il y a maintenant 1 an. Il y a des appels du pied, je ne suis pas certain. Je pense qu'il y a une volonté d'avancer. Pour cela, il faut créer sans doute des majorités de compromis sur certains textes. Ça a été le cas aussi avec une partie du groupe écologiste et régionaliste. Moi, ma suppléante lors des élections législatives est conseillère régionale, membre de ce groupe. Et elle travaille aussi avec la majorité sur certains sujets. Moi, ce que je souhaite, c'est que la Bretagne puisse continuer à avancer. Loïc Chenet-Girard appartient au même parti que moi, au Parti socialiste. On va continuer de travailler ensemble, on va continuer d'abreuver le projet de la région et de mener ces transitions qui sont absolument nécessaires, avec un cap clair, évidemment, à gauche, de justice sociale, un cap de transition écologique, mais dans la justice, sans désavantager, je le disais, les plus populaires d'entre nous, ceux qui ont le plus de difficultés à la fin du mois. Et pour cela, je crois que les articles un petit peu sortis de leur contexte sont parfois un petit peu dangereux. Ce que je sais, c'est que moi, je serai le 17 et le 18 septembre à Rennes pour la rentrée des parlementaires socialistes. Députés et sénateurs socialistes se retrouvent à Rennes cette année. Loïc Chenet-Girard y sera également. Eh bien, on va suivre évidemment cette rentrée des députés, en tout cas des parlementaires socialistes à Rennes. Il y a également, et c'est là-dessus que l'on va devoir conclure parce que je vois l'heure qui tourne, il y a également au niveau de la région une question, c'est l'autonomie de la région Bretagne. Alors, je mets bien tous les guillemets qui s'imposent à autonomie parce qu'il ne s'agit pas de faire une révolution, mais on s'aperçoit que la région Bretagne est très novatrice dans plein de domaines. Est-ce qu'il faudra lui donner plus de moyens, et là je parle bien de moyens financiers, pour en faire ce que Loïc Chenet-Girard avait d'ailleurs considéré au micro de Bretagne 5 comme une terre d'expérimentation et une terre de progrès? Oui, je crois que il est temps, on l'a défendu nous pendant l'élection présidentielle, dans la ligne de ce que défendent nos élus régionaux et départementaux, notamment comme le président de région ici. Il est temps d'une nouvelle étape de la décentralisation, avec une priorité claire, à mon avis, d'abord, c'est l'augmentation des budgets de certaines collectivités, dont les régions. On a donné d'énormes compétences aux régions, avec un budget finalement extrêmement faible si on le rapporte au nombre d'habitants. Et puis, il y a besoin d'une étape de décentralisation qui soit une étape de clarification.
que les Français, c'est aussi pour ça qu'ils votent de moins en moins à des élections locales, notamment départementales et régionales, comprennent bien, excusez-moi de le dire si simplement, mais qui fait quoi. Voilà. Aujourd'hui, il y a de nombreuses compétences qui sont partagées. Les Français n'ont pas toujours la capacité de comprendre. Je prends un sujet très clair. Pendant la crise Covid, Loïc Chéné-Girard avait été le premier des présidents de région avant d'être rejoint par les autres. Et ça a été porté par Anne Hidalgo dans sa campagne présidentielle. On l'a porté dans l'élection législative, demander de régionaliser une partie des politiques de santé. De mettre dans ces fameuses ARS qui avaient des objectifs louables d'implanter des centres de vaccination Covid, mais qui avaient une gouvernance beaucoup trop technocratique, de mettre de la politique dans les ARS. Parce que la manière dont on décide d'implanter un hôpital public à tel ou tel endroit, décide de fermer ou pas une maternité comme c'est le cas actuellement à Guingamp, la manière dont on décide de soutenir l'installation de médecins dans les déserts médicaux, c'est un sujet politique et pas uniquement technocratique, loin de là. Et là-dessus, il y a une nécessité de décentraliser une partie des politiques de santé, que l'État gère les politiques d'approvisionnement, les grandes politiques de santé publique, les politiques de lutte contre le cancer, contre des maladies systémiques, mais qu'à l'échelle des territoires, les pouvoirs publics puissent organiser l'implantation des politiques de santé et des médecins. On sait qu'ici, c'est un sujet prioritaire. On va terminer là, Antoine Ravard, parce qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais vous allez revenir évidemment au micro de la matinale. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin en direct. Je rappelle que vous êtes membre du bureau national du Parti Socialiste et porte-parole du PS dans les Côtes-d'Armor. Très belle journée, très bon week-end. Merci à vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.